dans le petit village poussiéreux d'Orito Coco, où les champs de manioc bruissaient sous le vent sec et où les toits en zinc rouillé brillaient comme des promesses oubliées, vivait une fille nommée Heidi. Elle n'était pas comme les autres jeunes filles du village, loin de là. La plupart des filles d'Orito Coco avaient cette peau brune et lisse, et des silhouettes douces qui se balançaient au rythme de la terre. Mais Heidi? Elle était différente, et ce n'était pas seulement sa beauté qui la distinguait. Son visage était saisissant, pommette haute, lèvres pulpeuses, et des yeux si profonds qu'ils semblaient renfermer des secrets plus anciens que les baobabs. Pourtant, c'était son corps qui faisait tourner les têtes et murmurait les ragots. Heidi avait des courbes qui n'avaient pas de sens dans un endroit comme celui-ci, des hanches massives qui se balançaient comme un pendule, des cuisses épaisses qui tendaient son pagne fané, et une taille si fine qu'on aurait dit qu'elle avait été sculptée dans l'argile par des mains maladroites. Les gens ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Certains disaient qu'elle ressemblait à ces baddies d'Instagram de Lagos, celles qui exhibaient leurs fesses refaites et leurs lèvres gonflées. Mais Heidi? Elle était fauchée, complètement fauchée, et l'odeur de la fumée s'accrochait à elle comme une seconde peau. Chaque jour, Heidi s'asseyait au bord de la route, faisant griller du maïs sur un petit grill à charbon. Ses mains, noircies par le feu, retournaient les épis dorés avec un rythme né de l'habitude, tandis que la chaleur lui brûlait la peau et que la fumée lui piquait les yeux. Elle éventait les flammes avec un morceau de carton déchiré, essayant de sourire aux clients qui la regardaient à peine. Certains jetaient quelques cobots sur son plateau et s'éloignaient rapidement, le nez plissé par l'odeur de son travail. D'autres s'attardaient juste assez longtemps pour murmurer dans leur barbe, « Celle-là ne se mariera jamais. » Une beauté qui s'est égarée dans la brousse. Les hommes du marché riaient, leurs yeux suivant sa silhouette avec un mélange de désir et de moquerie, tandis que les femmes claquaient la langue et avertissaient leurs filles, « Ne laisse pas ton esprit se tordre comme le dos d'Heidi. » Il ne voulait pas dire que son dos était tordu, pas littéralement, mais son corps, si exagéré et déplacé dans ce village poussiéreux, semblait défier la nature elle-même. Certains juraient qu'elle était allée en ville pour une opération et avait raté la cicatrisation, mais tout le monde savait qu'elle n'avait pas les moyens de payer un billet de bus, encore moins un bistouri. Heidi entendait tous les pics, les rires, la pitié. Elle avait appris à laisser les mots glisser sur elle comme de l'eau sur une feuille de manioc, mais ce qu'elle ne pouvait pas secouer, c'était la faim. Pas seulement la faim dans son ventre, bien que cela soit assez réel, elle pouvait à peine rassembler assez pour manger après une journée de travail. Non, c'était une faim plus profonde, un désir pour une vie au-delà de ce labeur sans fin. Autrefois, elle avait une famille sur qui compter, des parents qui l'appelaient leur fierté, de jeunes frères et sœurs qui riaient à ses chansons idiotes. Mais c'était avant l'accident. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils se rendaient à Ilorin pour rendre visite à un oncle malade, leur Danfo avait dérapé de la route et s'était retrouvé dans un fossé. La nouvelle était tombée comme un coup de tonnerre, tous les quatre, disparus. Le monde d'Heidi s'était effondré comme du gari mouillé, la laissant seule avec rien d'autre qu'une natte en raffia, un plateau de maïs et un cœur plein de questions pour un dieu qui semblait lui avoir tourné le dos. Chaque nuit, elle s'allongeait sur cette natte, fixant le toit en zinc tandis que les grillons chantaient dehors. L'air était épais de l'odeur de la terre et de la fumée, et ses pensées tourbillonnaient comme une rivière après une tempête. « Pourquoi moi » murmurait-elle. « Que ai-je fait pour mériter cela ?» Elle avait vu les filles sur Instagram, cheveux en perruque lisse, ongles peints en couleurs vives, sirotant des cocktails à Dubaï ou posant près de Range Rover à Lagos. Elles appelaient cela la vie douce, et Heidi la voulait, en avait besoin. Elle en avait assez de la suie, de la faim, du néant sans fin. Alors, un après-midi brûlant, alors qu'elle était assise sous le manguier ratatinée derrière sa hutte en chaume, elle prit une décision. Cette vie n'est pas équilibrée, marmonna-t-elle, donnant un coup de pied dans la terre. Je ne peux pas continuer comme ça. Si Dieu ne répond pas à mes prières, je trouverai ma propre voie. Le marché bourdonnait ce jour-là, plus chaud que d'habitude, le soleil tapant comme s'il avait une rancune personnelle. Heidi rangea son grill tôt, son esprit déjà en ébullition. Elle avait entendu les histoires sur Baba Orin, le babalao qui vivait près de la lisière de la forêt, un homme qui pouvait tordre le destin lui-même. Certains disaient qu'il avait fait porter des jumeaux à des femmes stériles, d'autres murmuraient qu'il avait maudit un voleur jusqu'à ce que ses mains se transforment en pierre. Heidi se fichait des rumeurs. Elle avait besoin d'un miracle, et s'il venait enveloppé d'ombre, qu'il en soit ainsi. Le sentier de brousse menant au compound de Baba Orin s'étirait long et solitaire, l'air épais du bourdonnement des insectes et du bruissement de choses invisibles. Le pagne d'Heidi collait à sa peau trempée de sueur, ses sandales claquant contre la terre rouge. En approchant de la clairière, les chiens commencèrent, un cœur aigu et saccadé qui la fit s'arrêter net. Leurs yeux brillaient dans l'ombre, jaunes et fixes, gardant un compound clôturé de palmes et d'os.
L'odeur la frappa ensuite des herbes, âcres et amères, mêlées à quelque chose de métallique, comme du sang versé et laissé à sécher. Baba Orin était assis en tailleur sur une natte au centre, son visage barbouillé de craie blanche, des coris pendant à son cou comme un collier de secrets. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha, mais sa voix traversa l'air, basse et lourde. « Ma fille, tu as beaucoup souffert. » Idi tomba à genoux, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Baba, je suis fatiguée, dit-elle, des larmes striant ses joues poussiéreuses. Je veux être riche. Je veux vivre comme ces filles dans les films perruques, voitures, vie douce. Peu importe comment. Faites que cela arrive. » Le vieil homme inclina la tête, fixant un calabash d'eau comme s'il y lisait les réponses du monde. Le liquide ondula, bien qu'aucun vent ne le touche, et ses lèvres se courbèrent en un léger sourire entendu. « Tu es prête, dit-il, se levant avec un craquement d'os. Il disparut dans sa hutte, les chiens se taisant comme commandés par son absence. Lorsqu'il revint, il portait un petit sachet noir, sa surface usée et tachée. Il s'agenouilla devant elle, l'ouvrit et en sortit 12 préservatifs chacun attachés avec un fin fil rouge qui chatoyait faiblement, comme s'il était vivant. Il les tendit vers elle, ses yeux se verrouillant aux siens. « Ce ne sont pas des ordinaires, dit-il, sa voix tombant à un murmure. Tu dois coucher avec 12 hommes riches. Avant de le faire, échange leurs préservatifs avec l'un de ceux-ci. Leur semence activera ta richesse. Mais sache ceci, jusqu'à ce que tu complètes les 12 et me rapportes les préservatifs usagés, les richesses ne resteront pas. Et pour chaque homme que tu prendras, il y aura une conséquence. » Les mains d'Idi tremblèrent lorsqu'elle prit le sachet, les préservatifs plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être, leur poids pressant dans ses paumes comme un avertissement. « Quel genre de conséquences » demanda-t-elle, sa voix petite, à peine audible par-dessus le bourdonnement de la forêt. Le regard de Baba s'aiguisa, la transperçant comme une lame. « Cela ne te concerne pas. Tu as demandé la richesse. C'est le prix. » Elle ouvrit la bouche pour argumenter, pour exiger des éclaircissements, mais l'air autour de lui s'épaissit, les chiens grognant bas dans leur gorge. Elle ravala ses questions, hochant la tête à la place, et serra le sachet contre sa poitrine. En se retournant pour partir, le vent se leva, faisant bruisser les arbres avec un son comme un rire, ou des pleurs. Les chiens hurlèrent de nouveau, un adieu qui la suivit jusqu'à Orito Coco. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit sur sa natte, le sachet à côté d'elle, son contenu luisant faiblement dans le noir. Elle traça les fils rouges du bout des doigts, son esprit tourbillonnant. 12 hommes. 12 malédictions. 12 récompenses. Elle pensa à la vie 12 chaînes en or, jet privé, coupe de champagne, et la faim dans ses tripes rugit plus fort que sa peur. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle emballa ses quelques affaires, un pagne de rechange, un peigne, ses gains du grill dans un sac en nylon fané et quitta Orito Coco, la poussière du village s'accrochant à ses talons comme un fantôme. La première étape d'Idi fut Ibadan, une ville aux toits bruns et aux marchés animés, où l'air sentait le diesel et la banane plantain rôti. Elle n'était jamais allée aussi loin de chez elle, et le bruit, les klaxons, les colporteurs, les bavardages la frappa comme une vague. Elle trouva une pension bon marché près de Bodija, paya avec ses derniers kobos et se mit au travail pour se réinventer. Elle emprunta une perruque à une fille du marché qu'elle avait charmée, une cascade noire de jet qui tombait sur ses épaules. Elle acheta un crayon pour les yeux et un tube de rouge à lèvres à un vendeur de rue, peignant son visage jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse à peine dans le miroir fissuré. Son corps, ses hanches, ce derrière n'avait besoin d'aucune aide. C'était son arme, et elle la maniait avec détermination. Sa première cible fut facile, Alhaji Musa, un président de gouvernement local avec une réputation pour les voitures tape à accent grave-l'œil et les femmes encore plus tape à accent grave-l'œil. Elle le repéra dans un bar près du secrétariat, sa chaîne en or scintillant sous les lumières tamisées, son rire fort et grinçant. Elle se glissa vers lui, hanches ondulantes, lèvres courbées en un sourire qu'elle avait pratiqué devant le miroir. « Oga, vous avez l'air d'un homme qui sait s'amuser, » ronronna-t-elle, laissant son pagne glisser juste assez pour attirer son regard. Il lui offrit un verre, puis un autre, et à minuit, ils étaient dans sa chambre d'hôtel, ses mains avides, son haleine aigre de bière. Quand ce fut fini, Idi attendit qu'il s'assoupisse, puis sortit un des préservatifs de Baba de son sac. Elle l'échangea avec celui qu'il avait utilisé, ses mains fermes malgré les battements dans sa poitrine. Elle partit avant l'aube, le sachet allégé d'un préservatif, son sac un peu plus lourd avec l'argent qu'il lui avait jeté. 3 jours plus tard, la nouvelle éclata, Alhaji Musa s'était effondré lors d'un rassemblement,
aboyant comme un chien enragé devant une foule stupéfaite. Les journaux criaient folie, tandis que ses assistants s'empressaient d'expliquer. Heidi le lut sur le téléphone d'un inconnu à un arrêt de bus, son estomac se nouant. Mais la voix de Baba résonnait clairement, ne regarde pas en arrière. Elle ne le fit pas. Ensuite, ce fut la gosse, une bête de ville qui l'avala tout entière. Elle trouva un propriétaire d'hôtel, Monsieur Chinedu, slick et charmant, avec un pantou surplombant l'océan. Elle joua le même jeu séduction, échange, évasion et une semaine plus tard, il perdit tout dans une arnaque crypto, son empire s'effondrant comme du sable. Puis à Budja, où la peau d'un homme d'affaires éclata en plaie qu'aucun médecin ne pouvait guérir après leur nuit ensemble. Chaque homme tombait folie, pauvreté, maladie, et chaque chute apportait à Heidi une bouffée d'argent. Assez pour acheter des vêtements plus fins, louer de meilleures chambres, poster des selfies sous-titrés bénis. Mais la richesse ne restait jamais. Elle glissait entre ses doigts comme de l'eau, la laissant chasser la prochaine cible, le prochain préservatif, la prochaine malédiction. Au 6e homme, un politicien nommé sénateur Kola, les choses changèrent. Il était différent, plus âgé, plus calme, avec des yeux qui en voyaient trop. Ses liens avec des cultes secrets faisaient vibrer l'air autour de lui de danger. Elle le rencontra à un gala à Metama, sa robe empruntée épousant ses courbes, son sourire un masque. Il l'emmena dans son manoir, une forteresse de marbre et de verre, et quand ce fut fait, elle fit l'échange. Mais cette nuit-là, alors qu'elle s'éclipsait, elle l'entendit un murmure, doux et froid, appelant son nom. Elle se retourna, mais le couloir était vide. Dans sa chambre d'hôtel, les rêves commencèrent, du feu lui léchant les pieds, des serpents s'enroulant autour de ses bras, des femmes sans visage dansant sous une lune rouge sang. Elle se réveillait en haletant, son reflet dans le miroir montrant des yeux bordés de rouge qui ne semblaient pas être les siens. L'argent venait plus vite maintenant, des milliers de Nera, assez pour un sac Gucci, mais les ombres aussi. Elle continua, la mission une flamme dans ses veines. Au 11e homme, Heidi avait disparu. À sa place se tenait Ria Blaze, un nom qu'elle avait arraché à un panneau d'affichage à Lekki, une persona qu'elle avait construite à partir des cendres de son ancienne vie. Sa peau brillait de manière surnaturelle, un éclat qu'aucune crème ne pouvait expliquer. Ses hanches se balançaient comme un sortilège, sa voix portait une confiance qu'elle n'avait jamais connue. Les hommes ne la remarquaient pas seulement, ils l'adoraient. Elle avait giflé un manager de club à 6 pour lui avoir refusé une table privée, et la vidéo était devenue virale, #RiaBlaz avait trendé pendant des semaines. Son Instagram explosait avec des chaussures de créateurs, des voyages à l'étranger, des légendes comme « Je vis ma meilleure vie ». Certains l'appelaient une boss chic, d'autres murmuraient qu'elle était une run girl avec un jazz lourd. Elle s'en fichait. Encore un homme, et la richesse serait à elle pour de bon. Mais les ombres s'épaississaient. Après le 10e homme, elle avait commencé à les voir des figures aux yeux pâles dans ses chambres d'hôtel, silencieuses et immobiles. Le 11e, un magnate de la tech à Port-Harcourt, apporta des cauchemars si vifs qu'elle se réveillait en griffant ses draps. « Tu as tout pris », chuchota l'un d'eux dans un rêve, sa voix dégoulinant de pourriture. « Maintenant, nous attendons. » Elle courut vers Baba, ses talons claquant sur le chemin de terre, son souffle saccadé. « Il me hante », pleura-t-elle, des larmes striant son fond de teint. « Je les vois. Je les entends. » Il était assis à côté d'un pot fumant, broyant des herbes avec du piment rouge, son visage indéchiffrable. « Ils sont le prix, dit-il, sans lever les yeux. Tu penses que le pouvoir est gratuit? Finis ce que tu as commencé. Le 12e apportera ta richesse ou ta faim. » Elle partit les yeux pleins de larmes, le sachet brûlant dans son sac. Des semaines passèrent, et elle devint exigeante, chassant un homme si riche, si puissant, que sa transformation serait définitive. Elle le trouva lors d'une fête privée à Lekki, Chief Clément Akono, un titan du pétrole, du commerce et de l'aviation, sa richesse une forteresse, sa faiblesse les femmes. La fête était un tourbillon de coupes de champagne et de boutons de manchettes en diamant, l'air épais de parfum et de pouvoir. Ria Blaze portait une robe rouge cette nuit-là, fendue si haut qu'elle arrêta la salle. Chief Clément la remarqua en quelques minutes, son sourire large, ses yeux affamés. « Ta beauté me rend confus, dit-il, lui versant du champagne. Tu es une vraie babe. » Elle sourit. Ajoutant une poudre à son verre, rien de mortel, juste assez pour le rendre somnole, docile. Ils finirent dans une suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles à Victoria Island, les lumières de la ville scintillant en bas. Quand ce fut fait, elle fit l'échange, ses mains fermes malgré le tremblement dans son âme. Au moment où le préservatif toucha son sac,
un vent froid déchira la pièce, bien que les fenêtres soient scellées. Les rideaux se déchaînèrent, les lumières clignotèrent, et Chiff resta immobile, trop immobile. Elle tapa son bras, murmurant « Chiff ?» Pas de réponse. La panique lui serra la gorge. Elle attrapa ses vêtements, son sac, et courut, les talons de ses chaussures résonnant dans le hall vide. Dehors, la rue était silencieuse, anormalement silencieuse. Pas de voiture, pas de grillon, juste un silence lourd et oppressant. Elle prit un bus pour retourner à Orito Coco, le sachet complet avec 12 préservatifs usagés, leur fils rouge terne maintenant, sans vie. Baba les prit sans un mot, ses yeux distants. « Rentre chez toi, dit-il. Ta richesse t'attend. » Cette nuit-là, dans son appartement de Banana Island, cela vint. Elle se réveilla avec des lingots d'or empilés sur sa table, des sacs d'argent débordant sur le sol. Son téléphone bipa, des millions sur son compte. Sa garde-robe débordait de tenues de créateurs qu'elle n'avait jamais achetées, un Range Rover brillait en bas, son nom sur la plaque. Elle hurla, rit, sauta, dansant seule dans son triomphe. Mais dans le coin, 12 ombres regardaient, leurs yeux blancs fixes, leurs visages figés dans la douleur. Pendant des semaines, Ria Blas régna. Elle acheta un manoir à Banana Island, signa un contrat de parfum à Dubaï, fréquenta des stars de Nollywood. Son visage, autrefois sujet de plaisanteries villageoises, ornait les panneaux d'affichage. Des filles inondaient ses DM, mendiant son secret de vie douce. Mais la nuit, la vérité se glissait à travers les fissures. Des ombres murmuraient depuis sa garde-robe, son miroir montrait une étrangère balafrée, ses rêves la piégeaient avec les 12 hommes, leur cercle se resserrant. Elle cessa de dormir, puis de manger. Un matin, ses jambes cédèrent, ses pieds gonflant en noir. Sa langue devint lourde, sa vision se brouilla. Les médecins parlèrent de neurologique, peut-être spirituel. Elle savait mieux. Baba était parti, son sanctuaire en cendres lorsqu'elle revint. Une vieille femme près du ruisseau siffla, « Tu as utilisé du sang pour construire un manoir. Maintenant, tes créanciers collectent. » Cette nuit-là, les 12 chantèrent, « Tu as pris notre force, nos esprits, notre or. Maintenant, donne-nous le tien. » Elle se réveilla aveugle. La richesse disparut, voiture, or, compte vidé. Son corps se décomposa, sa beauté pourrie. Bientôt, elle était de retour sur ce bord de route, brisée, le rire de 12 ombres sa seule compagnie. La désespération nous pousse dans des endroits sombres, mais les raccourcis vers la richesse vous lient avec des chaînes invisibles jusqu'à ce qu'elle se resserre. La vraie transformation prend de la patience, pas de l'argent, du sang. La route peut être lente, mais elle est sûre. Que ceux qui ont des oreilles entendent.